La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le partenariat entre le gouvernement et les architectes du Togo, revisité ce jour. Les membres du bureau de l'Ordre national des architectes du Togo ont rencontré le Premier ministre Comissé Lom Classou ce jour pour un échange. Le compte rendu dans cette édition. La Bank of Africa soutient l'entrepreneuriat au Togo. Elle vient d'accorder un important financement à 3 projets, ceci dans le cadre du PND, le Plan National de Développement. À découvrir également dans ce journal. Et puis les choses se précisent pour la réouverture prochaine de l'aéroport international Gnazingbe-Yadema. Les acteurs impliqués se sont retrouvés ce jeudi pour le point des mesures déjà mises en place. Voilà donc pour les titres. L'Ordre national des architectes du Togo, HONAT, reçu ce matin à la primature. L'objectif était de faire le point au Premier ministre Comissé Lom Classou des doléances des architectes du Togo. Dans l'ensemble, beaucoup de résultats enregistrés, mais également d'autres préoccupations qui demeurent et dont le chef du gouvernement a pris acte. Le compte rendu de la rencontre avec Robert Potogbe et Yves Agbevivi. L'Ordre national des architectes du Togo, HONAT, reçu en audience, exprime au chef du gouvernement, Comissé Lom Classou, sa gratitude. Et pour cause, plusieurs demandes formulées au Premier ministre le 14 juin 2019 ont très tôt trouvé de solutions, ce qui force l'admiration de l'HONAT. Nous lui avons demandé d'abord d'avoir un terrain pour construire notre siège, pour avoir une visibilité. C'est acquis et que dans les jours à venir, ça va se concrétiser. Mais notre ministre tutelle nous avait déjà rassuré. Et le Premier ministre vient de le faire. Nous avions demandé aussi pour les confrères une assurance maladie, de nous adhérer à l'ENAM. Donc, sur instruction du Premier ministre, les actions ont été faites. Et grâce à l'intervention aussi de la directrice de l'ENAM, ces choses faites aujourd'hui. Donc, les architectes sont inscrits avec leurs collaborateurs à l'ENAM. Et nous sommes très heureux d'avoir abouti à cela. L'Ordre des architectes du Togo, qui regroupe architectes et urbanistes ou des techniciens spécialisés dans l'art de la conception des bâtiments et villes, se trouve concentré dans la capitale. Pour le Premier ministre, pourquoi avec la décentralisation, ce métier ne pouvait-il pas aller vers les besoins des populations à l'intérieur du pays? La difficulté est liée à la commande publique. L'ensemble de la commande publique, qui est la plus importante dans le métier de l'architecte, est concentrée à Lomé. Et le fait que la concentration de cette commande publique pendant des années s'est faite à Lomé a fait que l'ensemble des architectes s'est retrouvé plus concentré à Lomé. Mais aujourd'hui, avec la décentralisation, avec les communes, avec une partie donc de la délégation des pouvoirs aux communes, il est clair qu'une partie de la commande publique va être déférée aux communes et les architectes iront vers cette commande publique. Il y a également que la décentralisation va promouvoir chez la population l'utilisation des architectes pour l'obtention des permis de construire. Et en ce moment, les architectes vont intervenir. Il est question de dire où se trouve l'utilité de l'architecte, c'est là où il se trouve et c'est là où il s'installe. Et aujourd'hui, nous le savons, à la faveur de la décentralisation, tout est ouvert, nous avons de non-potentialités de développement et les architectes accompagneront ce développement, étant bénéficiaires et étant acteurs principaux aussi de ce développement. Incontournable dans le développement, le métier d'architecture tel qu'il se pratique au Togo a été apprécié à sa juste valeur par le Premier ministre. Reconnaissant leur engagement dans la réalisation du Plan national de développement PND 2018-2022, le chef du gouvernement a rassuré les membres de l'HONAT de la disponibilité du gouvernement à les écouter et à répondre à leurs sollicitations. Je note quand même qu'il y a de la satisfaction de la part de l'Ordre national des architectes du Togo. Ce qui se fait, vous l'avez noté positivement, et il y a lieu de renforcer ça. Et le gouvernement est dans cette dynamique. Le mérite va d'abord
au chef de l'État qui a donné les orientations, lesquelles orientations permettent au gouvernement de travailler pour donner plus de satisfaction à nos populations. Pour ce qui est de la transposition des directives de l'UEMOA, c'est une préoccupation vraiment importante et ça va aider aussi dans la notation du Togo d'une manière générale dans la transposition des directives de l'UEMOA. Et le Togo est en très bonne position au niveau communautaire. Donc, la transposition de ces textes sur l'architecture, conformément aux orientations de l'UEMOA, c'est quelque chose que le gouvernement va examiner très très rapidement pour que vous puissiez aussi tirer les avantages liés, à savoir un architecte togolais qui peut aller s'installer dans un pays tiers et bénéficier des mêmes avantages et mêmes droits que les nationaux, et c'est vice-versa. Pour l'assurance maladie, je crois que c'est chose faite aujourd'hui et ceci témoigne également de la préoccupation du président de la République qui, le mandat passé, l'a placé sous le sceau du social. Le plan national du développement, le PND, dans son axe 3, c'est un axe qui met l'accent sur l'inclusion économique et sociale. Cette inclusion, votre adhésion aujourd'hui à l'INAM fait partie des préoccupations qui est que toutes les catégories sociales puissent bénéficier d'une couverture assurantielle. N'oubliez pas vos enfants, nos enfants, dans le cas de School Assure. Il vous appartient aussi d'appuyer le gouvernement dans ces initiatives pour que tous les programmes déclinés dans ce plan national de développement puissent trouver écho favorable et donner satisfaction à nos compatriotes. Nous saluons tout ce que vous faites et vous encourageons à en faire davantage, surtout dans ce contexte de crise sanitaire. N'hésitez pas à respecter les gestes barrières, continuer à assister nos compatriotes qui aiment construire. Vous le savez mieux que moi. Le Togolais aime construire. Et aujourd'hui, il faut que tous les Togolais puissent bénéficier de votre savoir-faire. L'ONAT, une organisation spécialisée dans le secteur bâtiment et construction des villes, est née au Togo il y a déjà plus de 30 ans. Face au Premier ministre, ces praticiens de bâtiment ont exprimé leur gratitude au chef de l'État et au gouvernement et ont profité encore pour présenter d'autres préoccupations relatives à la bonne marche de leur métier. En juin 2019 s'est tenu le premier forum économique Togo-Union européenne pour une forte mobilisation autour des 3 grands axes du plan national de développement PND. Le secteur privé a beaucoup à donner dans cette mission et il lui faut des accompagnements. La BOA, Bank of Africa, s'illustre bien dans ce sens à travers un accord de financement de 3 projets à plus de 412 millions de francs CFA en partenariat avec le gouvernement et le patronat du Togo. Le reportage est signé Gérard Lagoudou. Un accord tripartite entre le gouvernement, la Bank of Africa BOA et le Conseil national du patronat pour accompagner le secteur privé dans la mise en œuvre du plan national de développement PND 2018-2022. À travers le Forum économique Togo-UE, initié par le chef de l'État, Faure Issouasoumana Gnassingbé, 140 projets sur 600 ont été retenus et déclarés bancables. Déjà, 10 projets sont en cours d'exécution avec environ 15 milliards de francs CFA et 18 autres en voie de financement à plus de 320 000 milliards de francs CFA. La BOA s'engage également dans le financement de 3 projets à hauteur de 412 800 000 francs CFA. Des projets issus de divers secteurs d'activité, agriculture, industrie et agroalimentaire. Nous appartenons à un groupe BMC Bank, la Bank of Africa, a toujours démontré comme une banque, acteur incontournable
pour le développement national et pour la bancarisation du pays. Notre accompagnement ne se limite pas seulement à donner de l'argent, mais bien évidemment, il y a le conseil. Donc, il y a un encadrement. On va aider les gens pour monter leur dossier, pour qu'ils soient bancables, éligibles à ce financement qui est déterminé par une commission, qui est examiné par une commission. Tout projet qui sera présenté fera l'objet d'une étude et vous allez avoir au sein de BEA qui est une chance extraordinaire au niveau de BEA Togo, c'est qu'il y a une jeunesse, des cadres, des pointures, des spécialistes qui sont à même d'aider les promoteurs dans toute question qui se pose pour eux, pour le montage de leur dossier et pour les accompagner tout au long de leur projet, que ce soit sur place ou dans les bureaux. Dans cette campagne de mobilisation de ressources pour la réalisation du PND, chaque partenaire mesure la taille du défi à relever. Sur 4 622 milliards de francs CFA, une contribution de 65% est attendue du secteur privé. La délégation de l'Union européenne au Togo et le patronat rassurent de leur soutien. Le grand problème qui se posait, c'est d'obtenir des crédits pour accompagner ces projets. Et le patronat aujourd'hui s'engage à être aux côtés de ces promoteurs pour les accompagner également, aussi bien en gestion administrative qu'en gestion du personnel. Et dans ce contexte-là, je crois que ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'était pas un début, il y a d'autres choses qui ont déjà été réalisées, mais c'était une étape supplémentaire dans la longue démarche, disons, qui a été déclenchée avec le premier forum économique Togo-Union européenne en juin de l'année passée. L'Union européenne est vraiment engagée à pas seulement continuer son engagement, même de le renforcer et d'utiliser aussi des nouveaux instruments. À l'heure où le monde entier est touché par la pandémie de coronavirus, le gouvernement compte poursuivre ses efforts en vue d'accompagner les promoteurs de projets en quête de financement. Notre économie est dominée en majorité par ces porteurs de projets PME, PMI, et c'est l'occasion pour nous de saluer cet accompagnement financier de la part des banques. Tous ceux-là qui sont porteurs de ces projets-là sont suivis pratiquement au quotidien par Madame la ministre conseillère chargée du climat des affaires. Et donc, ces projets continuent d'être à l'étude, même au niveau de la BOA. Il y a un accompagnement qui est mis en place pour que ceux qui sont déjà approchés puissent faire valider leur projet et trouver du financement. Donc, aucun opérateur économique ne sera laissé pour compte. C'est cela la démarche sous le leadership du président de la République. Le secteur privé a exprimé sa gratitude au gouvernement et ses partenaires pour la tenue et les retombées de ce premier forum économique Togo-UE. Il promet de maintenir la même mobilisation autour des prochaines idées du chef de l'État Faure Issozina Gnassingbé pour la croissance économique et l'émergence du Togo. 4,9 milliards de francs CFA. C'est la somme du deuxième décaissement de l'appui budgétaire de l'Union européenne en faveur du Togo. Cet appui permettra au Togo de mieux faire face à la crise sanitaire qui secoue le monde actuellement. Les précisions avec Luc Assi. C'est le symbole du deuxième décaissement anticipé de l'appui budgétaire de l'Union européenne au Togo au titre de l'année 2020. 4,9 milliards de francs CFA. La somme va permettre au pays de lutter plus efficacement contre la propagation du Covid-19 et surtout de minimiser ses impacts sociaux et économiques. Ce décaissement anticipé se justifie par les progrès réalisés par le Togo dans la politique des réformes menées par le gouvernement ces dernières années. Avec cet appui budgétaire, l'Union européenne et le gouvernement togolais ont démontré une fois de plus l'utilité et l'efficacité de leur coopération. L'Union européenne tient à poursuivre le dialogue à la fois avec les différentes instances étatiques et les autres partenaires techniques et financiers du Togo afin de soutenir davantage le vaste chantier de réformes mis en place par le gouvernement dans ce domaine. Nous saluons l'engagement du gouvernement à conduire l'évaluation du système de la gestion des finances publiques avec la méthodologie dite de Public Expenditure and Financial Accountability, la PFA. L'Union européenne est particulièrement attentive à cette évaluation
qui sera le point de départ pour la formulation du prochain programme d'appui budgétaire à partir de 2021. Cet appui budgétaire de l'Union européenne fait partie du paquet de Team Europe en réponse à la crise du Covid-19. Un accompagnement bien apprécié à sa juste valeur. Il m'est particulièrement agréable, au nom du gouvernement togolais, d'exprimer mes vifs et sincères remerciements à l'Union européenne, tout particulièrement pour son appui en vue de maîtriser l'expansion de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays. Ce deuxième décaissement intervient après l'analyse favorable de la requête du gouvernement par l'Union européenne qui a permis, dans le contexte de la pandémie, le déblocage le 1er juillet 2020 d'un montant de 7,5 millions d'euros, soit 4,9 milliards de francs CFA en faveur du Togo. Cet appui financier de l'Union européenne, auquel s'ajoute la mobilisation de 2 millions d'euros, soit 1,3 milliard de francs CFA, du programme de la facilité d'appui au partenariat entre le Togo et l'Union européenne, et la subvention prochaine à l'Agence nationale du volontariat au Togo d'un montant de 203 883,52 euros, soit 133,7 millions de francs CFA, constitue la contribution fort appréciable de l'Union européenne aux efforts du gouvernement dans la mise en œuvre de sa stratégie de lutte contre la pandémie de la Covid-19 à travers des mesures sécuritaires, sanitaires, sociales et économiques. La contribution totale de l'appui budgétaire de l'Union européenne au Togo en 2020 s'élève désormais à 11,1 milliards de francs CFA. Et puis, je vous le disais en titre, les choses se précisent pour la réouverture prochaine des frontières aériennes au Togo. Les acteurs aéroportuaires se sont retrouvés ce matin au siège de la SECNA pour faire le bilan des actions déjà menées. Des travaux d'aménagement ont été effectués au niveau de la nouvelle aérogare de Lomé pour rompre la chaîne de contamination. Et ces acteurs sont allés justement constater les modifications apportées. Voyons tout cela avec Eden Sousouko. Dernière ligne droite vers la réouverture de l'espace aérien au Togo. Les choses se précisent. Des travaux d'aménagement ont été effectués pour respecter les contraintes imposées par le Covid-19. À l'aéroport international Niassing et Adema, plus rien ne sera comme avant. De l'enregistrement jusqu'à l'embarquement, des dispositions pratiques sont prises. À l'arrivée, tout comme au départ, les voyageurs seront soumis à des mesures sanitaires pour non seulement préserver leur vie, mais aussi celle des autres. Tous les acteurs aéroportuaires ont pu toucher du doigt les modifications apportées dans la gestion du flux migratoire. Et c'est justement pour faire le point des actions menées au niveau de tous les secteurs que ces acteurs se sont retrouvés. Les informations et observations faites pour la reprise prochaine des vols seront portées à la connaissance des plus hautes autorités du pays. Elles aviseront et décideront de la date de la réouverture prochaine des frontières aériennes si nécessaire. Aujourd'hui, nous estimons être prêts à près de 95%. Nous avons fait un travail de fourmi. Nous avons un laboratoire à l'aéroport, chose rare, très moderne, très équipé, personnel compétent. Et nous aurons les tests à l'arrivée à l'aéroport, tests au PCR, toutes les mesures sont prises. La désinfection totale de l'aérogare avant la reprise. Les contrôles, ce ne serait plus avec des contacts. Les hôtesses, nous avons monté des vitres pour éviter que dans les usines de l'effet, elles soient contaminées. C'est pareil pour la désinfection totale avec des produits reconnus par l'OAC. On ne se désinfecte pas n'importe comment. Il y a des avions qui sont restés au sol. Et vous connaissez le leitmotiv de l'ANAC, c'est zéro risque et zéro accident d'avion. Avant que ces avions ne commencent à voler, nous allons les inspecter en profondeur. Les pilotes qui n'ont pas volé, nous allons les reconfirmer par des tests pour être sûrs qu'ils sont aptes. Les avions seront inspectés pour être sûrs que ces avions ne présentent aucun danger, aucun risque pour les passagers et pour le transport aérien au Togo. Pour la coordination nationale de gestion
de la riposte au Covid-19, une grande vigilance doit entourer le déroulement des activités au niveau des aéroports pour éviter, sinon minimiser le risque de contamination. Un accent particulier sera mis sur le contrôle sanitaire. Il faut qu'on insiste sur un point. C'est le point des tests de départ et d'arrivée. En gros, on se dit que ceux qui doivent monter dans l'avion doivent être négatifs. Si vraiment le sérieux est mis dans ce sens, tous les autres détails pourront continuer par amoindrir la contamination. Donc il y a certains points forts sur lesquels nous devons insister pour permettre de rompre un peu la chaîne, mais il faut se dire qu'il faut dès le départ qu'on amoindrisse les risques de contamination dans l'avion. C'est depuis le 20 mars que le gouvernement a ordonné la suspension des vols. Le Covid-19 impose l'utilisation à grande échelle du numérique. Ainsi, des applications sont développées par le gouvernement pour mieux gérer les procédures de voyage. Une dématérialisation qui participe également à la lutte contre la propagation du Covid-19. Il faut absolument que nous, on s'adapte en utilisant la technologie et qu'on rende le plus facile possible la vie des passagers. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de votre collaboration et c'est l'objet de tout le travail qui a été mis en œuvre au niveau du numérique pour vraiment faciliter, pour que le processus soit rapide. On doit vous tester, ça prend combien de temps? On veut le faire rapidement. Vous avez déjà rempli le formulaire. Les procédures de sécurité doivent être très rapides puisque maintenant, au niveau de l'immigration, l'agent n'a plus tellement de choses à rédiger, etc. Il arrive au niveau des tests, on a déjà même rempli, l'agent préleveur il a déjà toutes les informations, il fait les tests, vous sortez, vous prenez, vous téléchargez l'application de contact tracing, vous êtes parti parce que c'est des tests PCR qui durent, on a besoin de minimum 5 heures pour avoir les résultats. Le collège scientifique a été clair, nous allons vivre avec la Covid-19, donc on prend des dispositions pour se prémunir et éviter la propagation de cette Covid-là et assurer la santé publique. C'est l'ère du numérique et je crois que c'est le lieu maintenant vraiment de l'exploiter à fond pour faciliter la vie parce que le monde évolue, les choses évoluent. Et aussi par rapport aux compagnies, au niveau de notre département, on recevait chaque fois des courriers nous demandant d'ouvrir. Ce n'est pas de congrès qu'on a fermé, puisque aujourd'hui nous avons des manques à gagner même au niveau national, au niveau du ministère des Finances, liés justement à ces fermetures de fonds. L'activité économique a plombé de façon générale. On tient des réunions au niveau de l'UEMOA et de la CEDO, on partage des informations, on a une plateforme de partage des informations. Donc on se connecte, on se concerte pour que ce soit une ouverture globale. Les formulaires de voyage seront mis en ligne et seront remplis par les voyageurs. Reprendre le vol, oui, mais sans augmenter le risque de contamination. Venir au Togo et repartir en toute sérénité, c'est le pari à gagner à tout prix. La filière riz connaît une ascension fulgurante ces dernières années au Togo. Le gouvernement a restructuré la filière en formant et accompagnant financièrement les acteurs du domaine. Cela a porté ses fruits. La production nationale a quasiment triplé. Luc Assis a rencontré des riziculteurs heureux sur le terrain. Des ouvriers à l'œuvre dans la rizerie d'Agrémou, dans la préfecture de Sotoubois. Ils s'emploient à décortiquer le riz paddy de ces glumes pour la consommation. Plus de 1000 tonnes sont pelées et épluchées ici chaque année. Bienvenue dans l'entreprise de services et organisation de producteurs ESOP de la région centrale. Sur ce site, le circuit de production est pratiquement mécanisé. De l'épluchage à la mise en sac, en passant par le pelage, la production est faite dans les conditions requises. La structure a contracté un crédit par l'entremise du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA-SA pour accroître davantage ses activités. L'arrivée de MIFA nous a permis d'accroître nos activités en quittant de 400 tonnes à 1300 tonnes. Et ça nous a permis également d'avoir du crédit pour l'achat de notre matière première. Donc du coup, on était à 400 tonnes et aujourd'hui nous sommes à 1300 tonnes
pour un crédit de 230 millions. Le personnel a augmenté également. Nous étions à 10 employés et là nous sommes en moyenne 25 employés. Avant le projet, nous avons 200 à 300 tonnes annuelles de produits finis. Mais là, nous sommes à 800 tonnes de produits finis. C'est un riz naturellement parfumé. Donc du coup, c'est un produit qui est d'abord très riche en vitamines et c'est un riz qui est vraiment laiteux et apprécié de tous. De la région centrale, cap sur la région maritime. Comme à Grimou, l'entreprise Vabrecos produit également du riz paddy. Elle a commencé en bas de l'échelle avec une production artisanale. Elle s'est adossée au MIFA SA pour disposer d'une unité de production moderne digne de ce nom. Moi, je rêve avec MIFA. C'est grâce à MIFA que je suis ici aujourd'hui. MIFA m'a fait un financement de 106 millions. Et c'est dans ces 106 millions-là que j'ai pu acheter ma machine qui coûte 18 millions, poussière. Tout ce bâtiment-là, c'est dans ça, j'avais fait ce bâtiment-là. Au fur et à mesure qu'on met ça part en même temps. On a fait les contrats avec d'autres sociétés et les bonnes dames qui vendent ça au marché, qui viennent aussi prendre ça. C'est bon. Ces deux unités sont alimentées en matières premières par des riziculteurs locaux. Le circuit est bien huilé. Constitués en groupement, les riziculteurs reçoivent un financement pour mener à bien leur saison agricole et en retour, ils garantissent toute leur production aux unités locales partenaires. C'est l'exemple des entreprises Jericho Production de riz et K Agrobusiness. Elles exploitent 150 hectares à Tanyamboul, dans la préfecture de Dankpen. Avant déjà même de s'installer ici, nous avons déjà signé un contrat avec Aesop Mango. Dès que la production est finie, la récolte est faite, et Aesop Mango vient acheter notre riz. Si nous sommes ici aujourd'hui à Tanyamboul, c'est grâce à MIFA. C'est grâce à MIFA que nous tenons vraiment à remercier. MIFA nous a fait un crédit de 13 millions et c'est sur ces 13 millions que nous sommes en train de travailler dans le bas-fond de Tanyamboul. Et sans MIFA, en tant qu'agro-business, aucune banque, sincèrement, n'allait nous accompagner. Donc c'est le partage de risque que MIFA a installé et qui nous a permis aussi de pouvoir nous installer dans ce bassin avec ce montant. Pour la production sur 1 hectare, on a fait 2,500 tonnes. Mais bon, si on produit bien, on aura au moins 4 tonnes par hectare. J'ai signé le contrat avec Aesop pour pouvoir livrer mon riz en même temps et avoir remboursé le crédit. Mais mon rêve est que de produire et transformer à la commercialisation. Sinon avec le MIFA, avec son appui, son accompagnement, vraiment ça nous arrange. En 2018, on avait seulement que 22 tonnes. Et avec MIFA en 2019, nous avons fait 72 tonnes et demi. Ils nous ont apporté des conseils. Puis après tout, suivi des intrants, ils nous ont aussi amené des produits sélectifs. Et c'est ça qui a fait que nous sommes arrivés là-bas. De 2008 à 2018, la production de riz est passée de 58 637 tonnes à 145 000 tonnes, soit un accroissement de 64%. Formation des riziculteurs, amélioration des semences, mise à la disposition des intrants et financement, des actions du gouvernement qui ont permis de relever la production de ce troisième aliment le plus consommé du pays. Le port du masque a été rendu obligatoire il y a plusieurs semaines déjà par le gouvernement togolais. Et en ville, le constat est clair. Certains le portent, d'autres non. Ce soir, nous rappelons encore une fois l'importance du port de masque dans la lutte contre le coronavirus dans notre pays. Et c'est un dossier reportage signé Ulrich Amega et présenté par Sonia Aminipo. Il a été rendu obligatoire par le gouvernement togolais. Le port systématique de masques en cette période de la pandémie du Covid-19, l'une des mesures barrières pour se protéger du nouveau coronavirus. Depuis lors, Madame Antoinette en fait une priorité. Si les gens refusent de porter le masque, c'est qu'ils nous exposent tous au danger. Il faut que l'on évite la propagation du virus et c'est une très bonne décision du gouvernement.
Ils sont nombreux à mettre en application stricte le port des bavettes. D'autres, par contre, s'en passent. Le constat est réel. Au grand regret, je vois aussi beaucoup qui ne s'intéressent pas à ces mesures-là. Or, il va de la survie des gens. Il faut vraiment que les gens s'y mettent et qu'on respecte à la lettre ces consignes-là. Moi, je pense que c'est nécessaire de prendre des sanctions à l'encontre de ceux qui ne respectent pas ces mesures. Puisque nous vivons avec le virus, donc il faut faire très attention. Si c'était que quand on contracte la maladie, on meurt seul et ça ne contamine personne là, ça dit que c'est une affaire individuelle. Or, la maladie là, ça concerne tout le monde. Donc, je pense qu'il faut quand même des sanctions. Si nous portons les masques, ça va faire diminuer l'évolution de la pandémie, ce qui va faciliter la tâche au gouvernement. Comme c'est comme ça librement, les gens pensent que comme il n'y a pas punition, donc il n'y a pas de problème. Mais s'il y a punition, les gens vont commencer par à s'adapter. Dans mon quartier, je vois des gens qui sont sous les pots de tchouk, sous les pots de bière, tout cela, mais qui ne portent pas. Et je demande souvent à savoir, mais pourquoi vous ne portez pas? Et quand tu veux parler, ils vont te refouler. Je dirais, ils ne mesurent pas l'ampleur de la chose en fait. Sinon, c'est quelque chose qui est très important qu'on doit faire. Si seulement cette pratique peut nous aider à éradiquer cette pandémie, pourquoi pas? Donc, il va falloir que la population tout entière soit beaucoup plus mobilisée, sensibilisée sur le port, parce que c'est très important. Porter un masque et de façon soignée serait une pratique saine pour se protéger contre le Covid-19. Le port de masque permet de se protéger et de protéger l'autre. Et c'est dans le fait qu'il faut forcément protéger l'autre en ne constituant pas un danger public que ce port de masque a été rendu obligatoire. Et donc, c'est tout simplement une mesure barrière qui empêche la projection des postillons, c'est-à-dire des gouttelettes de sécrétion provenant de la bouche ou du nez d'une personne vers une autre. Et donc, le masque permet de retenir ces postillons-là. Aussi, en portant le masque, je me protège des postillons de l'autre. Et c'est pourquoi, normalement, personne ne doit accepter avoir en face de lui un individu qui ne porte pas de masque. Nous avons encore des gens réticents à ces mesures, particulièrement le port de masque. Cette mesure est très importante dans la lutte contre la maladie. Et tout Togolais doit se conformer à cette mesure pour nous aider à maintenir le niveau bas du nombre de cas de cette maladie que nous avons. Et c'est pour cela, au vu de l'importance, de l'efficacité de cette mesure dans la prévention de cette maladie, que le port de masque a été rendu obligatoire. Les mesures de restriction sont certes levées, mais les gestes et mesures barrières doivent être respectés car le Covid-19 est toujours d'actualité. Ceci appelle donc à une prise de conscience pour une lutte commune et efficace. Et je vous donne lecture du communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du jeudi 23 juillet 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 828, soit 22 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 584. 6 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 228. Le nombre de décès est de 16. Un communiqué signé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Il y a 6 mois, il a été nommé archevêque métropolitain de Lomé. Aujourd'hui, Monseigneur Nicodème Bariga reçoit le pallium. C'est un ornement liturgique qui symbolise la communion entre le nouvel archevêque et le Saint-Siège. Augustin Kossi nous en parle. Une cérémonie spéciale publique à l'église Cristo Risorto de Hedjiranaoui.
Le décor est particulier en raison du Covid-19. L'ensemble des évêques du Togo est là, le collège des prêtres représenté, ainsi que des religieux et des fidèles. Au cœur, Monseigneur le nonce apostolique au Togo et au Bénin en fin de mission, Udégue Briand, pour la remise du pallium au nouvel archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga. À genoux devant le représentant du Saint-Siège, l'impétrant fait ses vœux. Des vœux acceptés par le nonce apostolique qui lui remet à son tour le pallium, signe de sa fonction en tant qu'archevêque métropolitain. Monseigneur Nicodème Bariga officie sa toute première messe, pallium sur chasuble, symbole de la communion entre lui et le Saint-Père, le bon pasteur. Depuis le 11 janvier dernier, me voici devenu votre pasteur. Ce pallium que je porte sur mes épaules est le symbole de toutes les brebis que le Seigneur me confie et pour lesquelles je dois être prêt à donner ma vie. À l'ouverture de cette célébration eucharistique, en posant sur mes épaules le pallium béni le 29 juin dernier par le pape François, le nonce apostolique m'a adressé cette exhortation. Que ce pallium soit pour toi symbole d'unité et signe de communion avec le siège apostolique. Qu'il soit lien de charité et aiguillon de force, afin qu'au jour de la venue et de la révélation du grand Dieu et du Prince des pasteurs, Jésus-Christ, tu puisses obtenir, avec le troupeau confié à tes soins, le vêtement de l'immortalité et de la gloire. Monseigneur Nicodème Bariga entame sa mission ecclésiale au moment où le nonce apostolique part après 7 ans de service au Togo. Un parcours empreint de souvenirs. Après 7 ans de service, le Saint-Père, le pape François, m'a nommé comme son représentant au Sri Lanka, en Asie. J'aimais apprécier travailler avec les Togolais de toutes catégories, un peuple affectueux, instruit, discipliné et capable. C'est providentiel que je termine ma mission ecclésiale avec cette cérémonie solennelle de l'imposition du pallium au nom du Saint-Père, le pape François, à l'archevêque métropolitain de Lomé. Cette cérémonie est unique. A priori, le pallium est remis par le pape, traditionnellement lui-même aux archevêques métropolitains. Un ornement liturgique tissé de cyclois noirs. Son port sur chasuble est désormais réservé au pape, aux primates et aux archevêques métropolitains. Et nous ouvrons à présent la page des sports de ce jeudi avec Jean Kofi et Dédi. Jean, bonsoir. Bonsoir, Anita. Jean, direction la ville des Sept Collines, à Takami donc, où une rencontre a eu lieu entre le comité régional de réforme de la Ligue de football
des Plateaux et les différents clubs affiliés. Il s'agit bien là d'une initiative de cette ligue qui consiste à discuter du fonctionnement de certains clubs et de leurs attitudes sur le terrain. Une manière de les amener à mieux se corriger et à s'apprêter pour les échéances à venir. De Atapamé, le reportage de Sylvain Aboudou. Le comité régional de réforme de la Ligue de football des Plateaux projette des actions susceptibles de permettre aux clubs affiliés à sa ligue de mieux s'organiser avant la relance des activités sportives. Des informations partagées au cours de cette rencontre d'échange qui a permis aux responsables des différents clubs de mieux s'informer sur le fonctionnement de la Ligue régionale qui aujourd'hui a à sa tête un nouveau comité de réforme. Des échanges pour donc permettre aux différents clubs de corriger leurs manquements souvent constatés sur le terrain. Nous avons remarqué au sein du comité de réforme que franchement nos clubs de football cette année n'ont pas bien fonctionné. Donc nous avons eu certaines lacunes, certains manquements. C'est la raison pour laquelle on a invité les dirigeants pour voir à peu près ce que nous allons faire pour relancer le football dans le plateau. L'ambition, c'est d'amener chacun au respect de certaines normes sur les aires de jeu. C'est de respecter quand même l'administration du football. Si on ne respecte pas l'administration du football, je ne crois pas que nous aurons une bonne gestion. Et à quand donc la reprise de ces activités sportives? La reprise, ce n'est pas à nous de le dire, c'est à la fédération. Nous, on est piloté aussi par la fédération, donc on attend la décision de la fédération pour relancer. Sur les pelouses, comme ici au stade municipal d'Atapamé, aucune activité sportive n'est pratiquée plus de 3 mois déjà à cause de la maladie liée au coronavirus. Les amoureux du ballon rond attendent vivement donc la réouverture de ces stades en vue de la reprise du football, ce sport de divertissement, de passion et d'émotion. Jean, et les joueurs issus des clubs des plateaux, tout comme ceux des autres ligues, doivent maintenir leur forme malgré ce temps de Covid-19. Oui, Anita, il n'y a plus d'activités sportives. Coronavirus oblige, mais ce n'est pas du tout une récréation pour les footballeurs. Ils doivent suivre des conseils pratiques et être prêts pour le redémarrage des championnats à tout moment. Les conseils, c'est avec Aflim Johnson. Les nationaux de football de première et deuxième division pourront reprendre tôt ou tard. Tout dépendra de la décision de l'instance fêtière du football togolais, la FTF. D'ici là, la crainte est énorme. Les joueurs évoluant dans les championnats pourront-ils revenir sur l'aire de jeu avec leur vivacité et leur mobilité? Là réside l'inquiétude des acteurs du football togolais. Dirigeants de clubs, staff technique, tous se sentent concernés. Pour ce faire, les joueurs sont invités à pratiquer des activités sportives, mieux, des exercices particuliers afin d'être prêts le moment venu. Un footballeur doit au moins avoir 1 heure de temps chaque jour pour faire son sport et pour garder sa forme. Un joueur qui ne peut pas courir peut-être à travers la ville ou bien les rues a besoin d'aller dans une salle de gym. Il a besoin de garder ses muscles en forme. Même s'il n'y a plus un jeu dirigé sur un grand espace, il faut que le joueur ait le contact avec le ballon. Ça lui permet de ramener un peu, de rehausser un peu son niveau technique et améliorer ses touches de balle, améliorer ses coups de tête. C'est très important. Il faut quand même ramener ces réflexes-là. Ça lui permet de garder un peu l'automatisme pour les compétitions à venir. Les stades étant fermés, certains se contentent des salles de gymnastique, d'autres de la cour de leur domicile et même de leur salon, ou encore sous tout lieu indiqué, le tout dans le respect des mesures de lutte contre le Covid-19. Le message est partagé entre acteurs et les joueurs jouent également leur partition. On a préféré venir travailler de temps en temps pour que dès que nous démarrons le championnat, on est toujours en force. Un joueur, c'est que si tu laisses un mois, le football, ça te laisse 2 mois. Pour cela, je préfère dire à mes amis que de travailler personnellement pour que si le championnat démarre, on se retrouve en bonne forme. En attendant donc la reprise des compétitions, nos joueurs de football savent à quoi s'atteler pour ne pas être surpris.
Jean, merci pour tous ces conseils. Une dernière information avant de nous quitter. Oui, le rappel du prochain rendez-vous des sports sur la première, samedi 13h45 dans Sport et Détente. Et on se retrouve jeudi prochain donc pour un autre point de l'actualité sportive. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Respectons les mesures barrières pour éviter le coronavirus au Togo. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.